Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette conférence, ce débat autour de la langue française. Donc nous recevons aujourd'hui Jean-Benoît Nadeau et Julie Barlot, journaliste québécois et auteur du livre Ainsi parlent les Français, qui vient tout juste de sortir aux éditions Lafon, voilà Robert Laffont. Et avec nous, on a également Benjamin Boutin, président de Francophonie sans frontières, et Marie-Astrid Berry, vice-présidente de l'association Francophonie sans frontières. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour cette conférence avec Francophonie sans frontières. Merci de nous recevoir. Merci. C'est un plaisir et puis ça nous permet de pouvoir lancer un petit peu ce qu'on pourrait faire pour le cycle de chaîne érable de Francophonie sans frontières en 2019 notamment. Très bien. Alors, pour résumer un petit peu le livre, donc Ainsi parlent les Français, c'est un livre qui décrypte finalement les codes de langage français et leur art de la conversation à travers différentes anecdotes qu'ont vécues Jean-Benoît et Julie à travers leurs différents séjours en France. C'est ça. Principalement le dernier, mais effectivement, d'autres séjours, on a puisé l'ensemble de nos expériences. Alors, première question pour lancer un petit peu ce débat. Comment finalement éviter les confusions, comment éviter les malentendus entre Français et Québécois? Ah ouais, là, ça commence par le titre du livre en anglais, c'était de Bonjour Effect, parce que tout commence par bonjour. D'ailleurs, c'est très curieux parce que ce matin, on était à l'école de journalisme, l'ESJ. On a fait une présentation devant un groupe d'étudiants et un des étudiants avait lu le livre. Puis il avait lu au début, il disait oh, qu'est-ce qu'on va apprendre là-dedans? Encore un truc écrit par des. Il lit le premier chapitre, il s'en va à sa librairie favorite. Il n'y avait personne, il rentre puis il dit pas bonjour. Il a décidé de faire l'expérience pour tester. Un journaliste honnête. Si nécessaire. Il a testé le premier chapitre et là il a vu que la libraire qu'il connaissait l'a complètement ignoré. Voilà. Et là, puis en plus, il se sentait vraiment mal à l'aise. Il se sentait mal à l'aise d'être ignoré. Il savait qu'il fallait dire bonjour, mais il s'empêchait de le dire. C'est la vérification scientifique voilà. de votre livre. Voilà, et on a fait bravo. Parce qu'il faut expliquer à nos auditeurs que donc c'est le premier chapitre du livre qui porte sur la question du bonjour, qui est un peu la clé d'entrée des relations sociales. En fait, bonjour, puis une série de termes. Ouais. Bonjour est le terme principal, mais on s'attarde à ce qu'on appelle les termes fatiques, ce que les anthropologues et les linguistes appellent les mots fatiques, qui sont des mots codes, dont le sens c'est pas nécessairement celui qui du mot comme tel. Ah oui. Comme bonjour, ça ne veut pas dire que le jour est bon. Bon, au revoir, ça ne veut pas dire qu'on va se revoir. C'est des bruits qui sont produits pour signifier une série de choses. Par exemple, dans le cas de bonjour, c'est pour dire je suis là, j'entre dans votre bulle, je m'apprête à vous parler. Mais donc, la version originale, c'est l'adaptation pour le marché français, écrit pour les Nord-Américains, les touristes, les étrangers. Eux, ils pensent que bonjour, ça veut dire bonjour. Ils ne comprennent pas, ils arrivent littéralement, donc ils ne savent pas que le sens fatigue du mot, c'est une sorte de permission qu'on demande à quelqu'un de parler. Et si on n'a pas la politesse, en fait, de demander la permission ou de signaler sa présence pour que l'autre puisse retourner le bonjour, ça part mal la conversation. Donc c'est le moyen des choses, mais en fait, les gens qui ont lu le livre, qui ont peut-être pas testé comme le jeune aujourd'hui, mais qui ont appliqué, on dit que ça a changé la relation qu'ils avaient avec les Français. Sinon, les Français, pour des raisons que les étrangers ne comprennent pas, les Français semblent pas très intéressés à parler. Imaginez quelqu'un qui c'est froid. C'est froid, les Français sont. Puis ça ne veut pas dire que les Français sont conscients, forcément. C'est les codes de la société qui. En fait, toutes les sociétés ont ces codes-là, mais les Américains vont dire aïe, aïe, aïe tout le temps. Ils peuvent dire 8 fois aïe à la même personne dans la même journée. En France, on dit bonjour à la personne une fois, mais si on le redit, les gens, vous ne vous rappelez pas de moi, on se répète. On peut dire rebonjour. Rebonjour, ou décidément, une variation comme ça. Encore Les Québécois ne disent pas bonjour, mais quand ils veulent s'adresser à quelqu'un et lui demander, ils vont dire excusez-moi. Là, en France, la peur de la faute. Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que vous avez fait? Non, mais alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Il n'y a rien fait, là, donc.
faut dire excusez-moi de vous déranger à la rigueur, mais ça peut passer encore, mais bonjour est mieux. Mais au revoir. Puis il y a d'autres bruits, rolala, hein, si on veut râler. Si on râle sans avoir fait rolala, ça va être mal pris. Mais des fois, juste dire rolala est suffisant pour corriger, pour signaler et corriger le problème. Donc, ça fait partie des bruits qu'il faut produire. Mais à l'inverse, là, imaginons un Français qui va au Québec, est-ce qu'il y a un code, un mot, un peu comme une porte d'entrée pour les relations sociales, ou c'est plus diffus Pas forcément, pas pour la conversation. Ouais. C'est spécial les Français, la parole, c'est un peu sacré, la manière qu'on parle avec les gens. Non, pour les Québécois, il n'y a pas de porte d'entrée d'ailleurs. C'est bien que les Français soient conscients de leur propre code avant d'aller au Québec puis de s'attendre à ce que le bonjour ouvre les portes parce que c'est pas ça puis c'est pas nécessaire non plus puis en fait les gens s'y attendent pas forcément. Ceci dit c'est pas impoli de dire bonjour à quelqu'un à Montréal non plus mais c'est juste ça n'a pas du tout la même fonction. Les Nord-Américains ont l'impression que les Français sont compliqués, ils ne le sont pas parce que au niveau de la parole c'est très simple. Un Français qui ne veut pas vous parler ne vous parle pas. Ça arrête là. Les Québécois qui ne veulent pas vous parler, il va vous parler. Un Nord-Américain, un Canadien, va faire la même chose. S'il ne veut pas vous parler, il va vous parler pareil. Mais il va vous dire des inanités, il va vous faire des beaux sourires. Mais c'est un geste de parole qui est contradictoire parce qu'il vise à préserver une distance. Donc, c'est les Nord-Américains qui sont compliqués. Les Français, si je veux te parler, je te parle. Puis ensuite... si, comme on ne se connaît pas, ben, on va échanger des idées, on va échanger de la culture générale, on va débattre. On ne parlera pas d'argent, on ne parlera pas de notre travail, on ne parlera pas de ces choses-là qui sont personnelles, la famille, on ne fera pas d'humour. On va faire de l'esprit, on va parler de connaissances générales. Ça, on va faire ça tout de suite. Puis là, si la relation s'approfondit, là, les gens commencent à envoyer un peu d'humour, à envoyer des indications. L'argent du boulot, en fait, c'est pas des sujets qu'on aborde facilement avec les Français avant de les connaître assez bien. Ceci dit, au Québec, un Français peut aller demander à l'étranger, quasiment, qu'est-ce que vous faites dans la vie. C'est une manière d'ouvrir la conversation, de commencer ce qui peut amener à un amitié, mais c'est pas nécessaire de t'amener quelqu'un au Québec pour parler des gens. C'est un sujet extrêmement public, en fait, aux États-Unis, au Canada. Tandis qu'en France, il faut comprendre que c'est de la vie privée des gens, en fait. Ils ne veulent pas partager ça avec n'importe qui. Ni leur salaire, mon Dieu. Moi, le salaire. Non, mais c'est pas forcément des questions qu'on pose à Nord-Américains non plus. Mais plus rapidement, disons que... Oui, c'est ça. Mais fait que l'autre affaire, dont on parle dans le livre, c'est le no. Le no classique qui sort de la bouche très, très souvent des Français, en fait, et les étrangers qui ne sont pas préparés au vrai sens du no. C'est pas no pour fermer la discussion, c'est pas no qui refuse catégoriquement quelque chose, c'est une sorte de réflexe que vous avez, dont les Français sont peu conscients, en fait, mais qui évidemment, les étrangers ne comprennent pas. Puis ils pensent que c'est fini, d'où la réputation des gens, particulièrement des Parisiens, à être un peu fermés, un peu arrogants, mais dans le fond, tout ce qu'ils ont à comprendre, c'est que le no est un réflexe. Il peut amener à un oui, c'est souvent un oui caché, mais qu'il faut continuer à parler un peu. Faut partir du no pour arriver à quelque chose. On a appris beaucoup dans plusieurs... La grande terreur sociale d'un Nord-Américain, puis ça c'est vrai des Québécois, c'est vrai des Canadiens anglais, puis c'est vrai des Américains, c'est la peur d'être rejeté, de ne pas être aimé. Donc, ils vont tout faire pour avoir de l'air aimable, même s'ils ne veulent pas vous parler, ils vont tout faire pour avoir l'air aimable, juste pour être certain que vous les aimez. En tout cas, vous ne les rejetterez pas, parce qu'ils sont terrifiés par ça. De façon générale. La terreur suprême des Français, c'est la faute. Pas être aimé. Être aimé devient secondaire. La faute peut être de ne pas savoir, ignorer quelque chose, se tourner en ridicule. Ça, c'est des fautes pour lesquelles votre famille, l'école, vous entraînez très, très fortement. Et par ailleurs, vous l'expliquez très bien dans le livre, parce que quand un Français est pris en faute, il a tendance, par réflexe, à finalement rejeter sa propre faute sur son interlocuteur. C'est ça. Mais alors, il y a toutes sortes de dispositifs, mais on va dire que ça n'existe. On ne sait pas qu'il y a tel produit où on n'a jamais entendu parler de ça, on ne dira pas qu'on ne sait pas. On va dire ça.
On va dire que ça n'existe pas, c'est impossible. Mais évidemment, les étrangers ne sont pas préparés à ça. Ils ne comprennent pas pourquoi les Français vont les blâmer, en fait, pour des choses. Mais une fois qu'on comprend, on accepte un peu mieux. On converse, la personne comprend qu'on ne la juge pas, elle a le temps d'y penser un peu, puis finalement, elle trouve la réponse. Mais son premier réflexe, par défaut, c'est non. Ou les variantes, ça n'existe pas, c'est impossible. Puis après ça, ça se place. Mais une fois qu'on sait ça, c'est parfait. Mais ça nous a pris un certain temps à comprendre. On pensait que c'était compliqué, puis en réalité, ça ne l'est pas. Simplement, il exprime. Alors que. Pas compliqué. Tout se règle en conversant. C'est vrai. Ça serait en conversant. Il faut avoir l'imagination, des fois, pour exagérer. Il faut continuer à parler. C'est simple et pas simple, en fait. Ça dépend. Moi qui parle français comme ma langue seconde, des fois, c'est pas simple. Non, c'est vrai. De poursuivre la conversation au point d'arriver à se comprendre, d'avoir. Enfin, mais non, en partant de comprendre les codes, de comprendre ses réflexes, c'est ça qui est important, c'est ça qu'on voulait faire avec les livres, en fait. Et j'espère que les Français vont pouvoir apprendre des choses sur eux-mêmes. Mais le jeune, ce matin, il ne croyait pas. Je pense que il croit que, dans le fond... il disait qu'il trouvait intéressant que les Québécois tutoient beaucoup. Puis il disait, je ne sais pas si je serais capable, parce qu'il dit... C'est chargé de tutoyer, il faut s'impliquer dans le tutoiement. Moi, j'ai dit, écoute, c'est parce que tu es français. Je pense que tutoyer, pour un Québécois, ça signifie quelque chose. Mais il n'y a pas de charge affective quand un Québécois tutoie un autre. C'est vrai que moi-même, la première fois que je suis allé au Québec, c'est vrai que j'étais toujours surpris de voir les vendeurs ou les serveurs me tutoyer, pour me dire tu même demander si ça va bien. Voilà, c'est toujours très surprenant finalement pour un Français. Mais est-ce que ça vous choque ou est-ce que ça vous met mal à l'aise? Moi, ça m'a surpris. Okay, ça m'a surpris. C'est surtout ça en fait, c'est la surprise. On s'attend à ça de personnes dont la langue maternelle est l'arabe ou une langue où il n'y a pas de vouvoiement. Les gens qui connaissent plus ou moins le français, les arabophones vont tutoyer spontanément parce que, surtout s'ils ne maîtrisent pas bien le français. Mais effectivement, les Québécois, mais ça c'est aussi une question d'éducation, c'est une question de génération. Les Québécois plus de 50, 60 ans vont vous voyer beaucoup plus spontanément. C'est une question d'éducation de génération là-dedans. D'éducation au sens de bonne éducation. C'est vrai, sur le tutoiement, on a échangé plusieurs fois avec Benjamin à ce sujet. Et moi, je suis française et j'ai passé 10 ans au Québec. Et là, je suis revenue travailler en France. Et il m'est arrivé au début de ma carrière en France de tutoyer un peu trop rapidement mes clients et par réflexe. Et moi ça passait beaucoup moins parce que je suis française, j'ai pas un accent québécois. Et du coup j'ai dû aussi réapprendre aussi ces codes. Parce que c'est devenu tout à fait naturel pour moi de tutoyer rapidement. Mais moi en France, j'ai appris je sais qu'on peut tutoyer dans certaines circonstances. On fait partie du même club, de la même association, on a fait la même école, on peut se tutoyer. On est parents de la même école, on peut tutoyer les autres parents de cette école-là, mais on vous voit les parents de l'école voisine. Alors moi, par défaut, je vous vois, je vous vois, puis je dis à tout le monde de vous voyer, puis après ça, les Français vous guideront là-dedans. S'ils se mettent à vous tutoyer, ben, vous faites la réciproque, puis ça y va. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que s'ils vous guident là-dedans, ben, si vous ouvrent la porte en se mettant à vous tutoyer, ben là, il faut que vous le faites. Vous le fassiez. Si vous ne le faites pas, ben là, ils vont mal le prendre. Parce qu'ils vous ont ouvert une porte que vous n'avez pas accepté de prendre. Donc, mais voilà, ça fait partie des codes de la famille. Ben, on s'est beaucoup interrogé, est-ce que c'est l'école, est-ce que c'est la famille? Puis en fait, c'est les deux. C'est l'éducation, l'école. On riait l'autre jour. Hier, on allait une entrevue à Beurre FM, hier matin. Non, avant-hier. Et puis, on marchait vers le bus 24 sur la rue de Bercy. Puis, il y avait un parent français derrière nous avec son enfant et sa conjointe. Puis, l'enfant, bon, on entendait le parent, puis Julie, moi, on pouffait de rire parce qu'il disait « Tu te tiens droit! » Tu sais, c'était assez haut pour que tout le monde l'entende. C'était très, très net. Puis là, ça revenait son enfant, puis il allait de façon, c'est pas abusif, c'est pas le bon terme, mais il chargeait, là, il chargeait. Tu n'obéis pas. Là, ça, c'était une autre circonstance, mais un parent québécois ne dit pas tu n'obéis pas, il va dire tu n'écoutes pas. L'obéissance est implicite.
Ça a des incidences dans la façon de s'exprimer ensuite, puisqu'on ne recherche pas le conflit au Québec, on est toujours à chercher un consensus, une peur de l'affrontement direct aussi. Exactement. Et quand on prononce ses opinions, il faut toujours prendre des pincettes pour pas que l'autre perde la face dans cet échange. Alors qu'en France, il y a moins cette peur de la confrontation. Au contraire, c'est comme vous dites, un sport, un art. C'est un sport national, exactement. Oh oui, puis il faut jouer le jeu. Oui, et c'est rigolo, c'est très amusant. Une fois qu'on décide, on n'a rien à perdre. Moi, j'aime ça. J'ai vraiment appris à apprécier cet aspect. Ça me sort de cette espèce de réserve qu'on a, les Nord-Américains. Il faut juste bien l'appliquer, puis il faut s'attendre à ce qu'on réponde aussi de façon, aussi des fois, comment dire, il faut prendre des risques, quoi. Il faut s'attendre que les gens disent des énormités des fois. Puis, oui, c'est vrai. Justement, c'est un aspect très intéressant que vous avez abordé dans le livre, notamment dans ce domaine-là. Vous expliquez notamment que les Français aiment beaucoup l'esprit. Finalement, jouer de l'esprit, notamment dans tous les débats politiques, etc., alors que les Québécois vont être plus axés sur l'humour. En public. Exactement, en public. L'esprit, c'est en privé, en fait, parce qu'on risque de heurter les gens un peu. Et c'est surtout, je pense, les Français, ils valorisent beaucoup leur culture générale. Et la conversation, on veut le démontrer. Les gens n'ont pas honte de démontrer leur connaissance. En fait, les Québécois, un peu moins, l'esprit est considéré un petit peu plus élitiste, un peu plus, donc on a tendance à temporer un peu cet aspect-là et plutôt se montrer humble en public. C'est une question d'humilité, je sais pas, de générosité, de gentillesse. C'est ça aussi dans la posture que les Français, notamment avec tout ce mouvement de Français qui va au Québec pour une mobilité temporaire et parfois plus permanente. C'est ça qu'il faut leur expliquer aussi, que pour mieux être accepté dans les débuts de cette mobilité, qu'il y a une posture d'humilité à adopter, d'empathie avec le peuple québécois, de bienveillance, et ne pas être trop grande gueule, voyez, parce que c'est pas forcément bien apprécié tout de suite. Ça passe mal et en plus ça tombe dans les idées préconçues un peu par rapport aux Français. Ne pas être ironique. Les gens sont prêts à croire qu'un Français va être arrogant. On met de l'huile sur le feu. Alors qu'un Québécois qui vient ici, il faut qu'il tire toutes ses cartouches en partant. Donc il faut qu'il y aille. Non mais c'est clair, c'est probablement un problème en fait, pour les Français qui veulent bien performer, qui veulent montrer leurs compétences, leurs connaissances. Ça passe moins au Québec de la manière que vous avez appris à le faire en fait. Mais en privé, ça va. Parce qu'on n'a pas des clés en fait, de compréhension. Et donc, il y a un temps d'adaptation. Mais si on avait ces clés dès le départ, ça permettrait d'être moins mal vu par une partie de la population. Parce que on va se dire les vraies affaires. Il y a quand même une part de sentiment anti-français qui n'est pas généralisé, mais qui peut se comprendre d'ailleurs. Oui, il est même assez plutôt généralisé. C'est correct. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il y a une relation des Québécois vis-à-vis des Français. Il y a une relation d'amour-haine. Le terme haine est fort, en fait. Je dirais plutôt l'amour-défiance plutôt que haine. Mais il y a des Québécois qui se sentent humiliés par les Français. Puis ça, il ne faut pas se le cacher parce que, à cause de l'accent, parfois, à cause des questions, parce qu'on s'est moqué de leur accent, parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur, parce qu'il n'y avait peut-être pas la propension à faire l'étalage de leur culture générale, de ce qu'ils pouvaient, ils n'étaient pas apportés à le faire. Ils n'ont pas compris les codes. On en parle, par contre, on en parle dans le livre, l'attitude générale envers les Québécois a changé en France. Les gens se moquaient plus ouvertement de nos accents. La première fois qu'on a vécu en France, c'est très rare. Maintenant, c'est vraiment très, très rare. En fait, les gens sont beaucoup plus familiers avec
avec la culture québécoise, avec les artistes québécois qui débarquent à Paris. Et il y a cette espèce de vague de jeunes qui veulent aller travailler, qui veulent aller s'installer, vivre au Québec. Il y a une grande attirance qui n'existait pas, donc ça a changé. C'est mieux, les gens rient plus de nos accents. J'ajouterais à ça que les Québécois... En tout cas, pas au contraire, c'est un atout, puisque maintenant, avec l'accent québécois, vous pouvez sauter les fils des musées presque. Oui. On a un ami, une carte de presse, ça aide beaucoup ici, mais... il y a une vraie popularité. Moi, c'est à mon avis, l'autre chose qui joue fortement, c'est la familiarité avec le Québec, évidemment, mais il y a eu une disparition assez soudaine et très forte de l'anti-américanisme dans les dernières 20 années. Il est toujours là, mais il s'exprime beaucoup moins ouvertement. Parce qu'il y a beaucoup plus les Français en ce moment sont très curieux de voir, de trouver des solutions à ce qui sont leurs problèmes, réels ou imaginaires. Puis ils se tournent beaucoup vers l'ailleurs, ce qui est tout à fait normal, dont l'Amérique. Le Québec est à confluence de deux choses pour lesquelles les Français ont longtemps été méfiants, c'est l'Amérique et la francophonie. Il y a une tranche importante de la population française, notamment à Paris, pour qui francophonie, c'est le retour du colonialisme. La francophonie, il faut se dire, en France, c'est de droite. Ça a été longtemps de droite. Il faut dire aussi que... Puis les Québécois sont extrêmement surpris quand je leur dis ça, parce que les gens disent comment ça se peut que ça peut... La langue est tellement fédératrice au Québec qu'on n'imagine pas que ce soit un sujet autrement que fédérateur en France, alors que ça ne l'est pas du tout. Mais là, en ce moment, chez la jeune génération, on sentait déjà il y a 10 ans que ça s'en venait, que ça montait, que ça montait. Et là, on sent qu'il y a un intérêt réel. Puis les Québécois se trouvent à la confluence de ces deux réalités-là. Donc, ils en sont l'expression même. Donc, et puis, la situation économique en ce moment fait en sorte que... C'est circonstanciel. Il y a des emplois, il y en a réellement des opportunités. Oui. Donc, je ne sais pas ce que vous savez, je vous pensez, mais... Et moi, je trouve qu'il y en a, certes, mais pas, disons, dans les métiers très techniques, il y en a, dans les filières. Mais quand on a, vous savez, une éducation à la française qui peut être un peu plus généraliste, si je prends l'exemple de Sciences Po, il y a peut-être moins d'opportunités où elles sont très... voilà, mais ça, c'est un cas parmi d'autres. C'est vrai que dans la très grande majorité des cas, il y a plus d'opportunités en ce moment-ci. Mais le curriculum vitae québécois est toujours très différent du curriculum vitae français. Le curriculum vitae québécois, un peu d'éducation, mais beaucoup d'expérience. On est encore dans le même système où on n'est pas tellement dans la culture générale, les connaissances formelles, mais dans les connaissances pratiques. Puis, dans l'anecdote, finalement, d'une certaine manière, c'est intéressant qu'on embauche des gens au Québec sur la base de l'anecdote, finalement, de leur expérience. Les Français vont avoir tendance à faire la liste de leurs stages, de leurs diplômes, et dans leur esprit, les expériences viennent à la fin. Les Québécois prennent le CV complètement à l'inverse. Ça doit être un petit choc pour les Français. Donc, un Français qui a une expérience en sciences humaines, je suis certain, s'il changeait son CV et qu'il disait j'ai fait telle chose, j'ai travaillé dans telle association, j'ai fait ceci, cela, j'ai monté le site web, j'ai fait ça. Ça, c'est un bon conseil pour les Français qui nous écoutent et qui veulent aller faire une expérience au Québec, c'est-à-dire valoriser en premier les expériences. Les Québécois sont sensibles à ce sens pratique. En fait, c'est comme ça que le Québec s'est construit aussi, avec ses forces humaines et vives, donc il faut avoir ça à l'esprit. Mais avez-vous peut-être d'autres conseils à donner aux jeunes Français qui partent étudier ou travailler au Québec, dans les différences de langage notamment, des choses qui vous ont marqué? Je vais y réfléchir. Parce que là, on en a déjà donné beaucoup d'une certaine manière, là, mais je dirais qu'il est délicat de trop faire, on l'a dit, mais c'est très important, de trop faire étalage
de ses connaissances, d'opinions trop arrêtées sur des sujets. Les gens vont trouver ça agressant. Parce que des fois, ça les force à. D'abord, ils n'ont pas d'opinion claire toujours. Pas nécessairement. Les Québécois ne sont pas nécessairement formés à produire une opinion. C'est de donner des consignes, des instructions exactes. En fait, moi, je dirais qu'il faudrait qu'ils soient très à l'écoute. D'abord, puis passer vraiment beaucoup. C'est pas forcément facile quand on commence dans un emploi, mais ce serait mieux d'écouter puis de jouer ça low profile pendant un petit peu avant pour entendre la façon dont les gens abordent les choses. Et en fait l'erreur ce qu'on a évité, en fait, puis c'est pour cette raison-là qu'on a pu écrire les livres, je pense. Quand on a décidé de vivre à Paris, les deux fois qu'on était ici pendant 1 an et 2 ans, on a évité les Nord-Américains. On a évité les expatriés, mais complètement. On avait 2, 3, 4 amis expatriés qu'on voyait vraiment de temps en autre, mais on a plongé dans la société française. On a fait des amis ici, et eux, ils nous ont expliqué, une fois qu'on était assez à l'aise avec ces personnes-là, ils nous ont expliqué comment fonctionnent les choses. Ça nous a beaucoup aidé avec notre adaptation. C'est autrement. Julie a raison. Si vous êtes passionné d'échecs, allez dans un club d'échecs. Si vous êtes passionné de golf, allez dans un club de golf, allez dans un club de cuisine. J'en sais d'abandonner. Mais elle a raison, éviter les expatriés, c'est critique ça. Parce que, en tout cas, on se trouve de toute façon, vous savez, vous avez déjà fait l'expérience, on était avec un groupe d'expatriés et tout le monde se plaint. C'est typiquement, ils partagent le problème, c'est normal, ils partagent leurs expériences et leurs frustrations et les obstacles et tout, mais ça change quand on sort dans la vraie vie des gens et on n'est pas avec les expatriés, ça c'est mon conseil que je me donne. On a vu plus d'expatriés américains que québécois, puis ça a été utile parce que d'abord on a vu qu'il y a bien des choses qui les frustraient étaient les mêmes que les nôtres, mais en même temps, comme ils n'ont pas la même culture, j'essayais de comprendre d'où ils venaient avec leur frustration parce que je trouvais, en fait, c'était intéressant parce que là, je m'interrogeais sur ma culture et la leur en même temps que la mienne, mais avec des Québécois, ça aurait été trop facile. Trop facile. Voilà. Parce que les Américains, c'est pas. Je dis que je suis un Américain qui parle français en ce sens que je vis en Amérique, mais je suis pas un États-Unien. Je suis pas un États-Unien, puis je me pose pas à tous les jours la question sur les hauts et les bas du président américain de la prochaine élection. Là. Puis, ça, c'était bien avant Trump. Les Américains se demandent comment ça se fait qu'on ne suit pas les élections américaines constamment. Avant Trump, là, tout le monde se demandait comment ça se fait qu'on ne suivait pas ça nécessairement, mais c'est parce que c'est pas notre pays. Mais, we are the world. Hein. Alors, pour recentrer un petit peu le. Oui, absolument. Alors, juste par curiosité, est-ce que, pour revenir un peu sur les malentendus, est-ce que c'est déjà arrivé, des incompréhensions sur le plan diplomatique ou politique entre Français et Québécois? Pas à notre niveau, là, au niveau supérieur. J'essaie de me rappeler cette anecdote d'un président français, un premier ministre français qui est arrivé au Québec. Je me demande si c'était pas Fillon. Il a débarqué, puis il est allé voir le premier ministre Charest. Puis il est arrivé avec une remarque. Quelqu'un lui a dit des expressions québécoises, puis lui, il a pris ça au pied de la lettre, puis c'était des expressions familières. Puis il est débarqué, puis il a commencé à sortir ces expressions-là. Il s'était fait une phrase, puis c'était absolument insensé, dans le sens que ça avait du sens, là, mais ça avait tellement pas de bon sens. Dans le contexte, c'était du parler grivois de bas étage, mais lui, il était convaincu qu'il mettrait
vis-à-vis à l'aise. En fait, un des pièges des Français qui viennent au Québec, c'est qu'ils pensent que le québécois, c'est l'argot québécois. Ils pensent que le québécois, ils croient que le québécois, c'est, à tort d'ailleurs, le joual, ou le parler populaire vulgaire. Non, ça c'est un registre du québécois. Moi je parle québécois en ce moment. Là. Il y a des gens qui disent, ben non, tu parles pas québécois, on comprend ce que tu dis. Ben, non, mais il y a un registre de québécois qui est extrêmement dialectal et difficile à comprendre, même pour des Québécois, comme il y a des registres de parler en France qui sont extrêmement difficiles à comprendre pour des Québécois. Quand ils ont sorti Madagascar en première édition, en marseillais, personne ne comprenait au Québec, ils ont été obligés de le refaire. Ils ont été obligés de le refaire parce que personne ne comprenait. Puis les Québécois sont très familiers avec les accents en France, mais là, ça ne collait pas du tout. Donc, c'est un des pièges dans lequel les Français tombent parfois, c'est qu'ils veulent s'intégrer, puis là, ils vont... la joue familière, mais ils se trompent de registre complètement. C'est mieux de pas, c'est mieux de pas trop essayer dans ce sens-là, puis de garder l'oreille ouverte, puis apprendre dans quel contexte on les emploie, puis ça va très vite. Mais il y a beaucoup de faux amis, il y a beaucoup de termes qui s'emploient à un endroit, puis qui s'emploient. Un 5 à 7 au Québec, c'est juste un happy hour en France. Hein. C'est pas un rendez-vous galant. Des gâteries au Québec, c'est un dessert, c'est pas une faveur sexuelle. Puis des gosses, les gosses au Québec, au Québec, par contre, c'est une partie essentielle de l'anatomie mâle. Il faut savoir ce qu'on fait. Puis, mais ça vaut la peine aussi, je me rappelle, ça m'est arrivé avec un Français ici qui voulait me montrer qu'il connaissait bien le Québec et qui nous avait invités à dîner. Puis nous, ben, on se présente il nous appelle à 13h, il dit, vous venez pas? Ben, j'ai dit, tu nous as dit de venir dîner, on vient ce soir. Ben ouais, mais il dit, vous êtes Québécois. Mais je dis, je sais que t'es Français. Je sais que t'es Français, puis que le dîner c'est à midi. Si tu me dis pas que c'est le dîner de midi, moi je pense que c'est le dîner de 18h. Donc, il faut expliquer qu'au Québec, le dîner c'est le midi, puis le soir c'est le souper. C'est pas le souper chez nous, c'est pas le repas après le dîner. C'est le repas après le dîner, ça c'est le lunch. L'autre lunch. Et le petit déjeuner, c'est le déjeuner, c'est ça? C'est comme les Belges. Le petit déjeuner, c'est le déjeuner pour nous. Donc, on déjeune juste une fois, c'est quand on petit déjeune. Quand on se réveille. C'est ça. Puis, donc, ça fait partie des... Mais ça, c'est ce genre de malentendu-là, c'est propre à une langue internationale normale. Il y en a plein d'autres avec d'autres pays francophones. Les usages sont différents. Les Québécois ont les leurs parce que c'est une ancienne implantation française. Donc, il y a eu du temps où ça a pu évoluer à sa façon. Donc, c'est normal que si vous parlez anglais, vous savez très bien que fag n'a pas le même sens à Londres qu'à New York. To table, dans des congrès, to table, ça veut dire to table a motion, hein, de mettre de l'avant une motion. Mais justement, chez les Américains, to table, ça veut dire la présenter, puis chez les Britanniques, ça veut dire la retirer. Le même verbe. Donc, c'est la seule manière de comprendre ce que les gens veulent dire, c'est l'accent. Et les Canadiens anglais savent pas ce que ça veut dire. To table a motion, OK, on la rentre ou on la sort. C'est l'accent qui est la clé. On n'a jamais pu décider de quel côté. Mais en plus, ces malentendus peuvent générer du conflit ou en tout cas de la vexation parce que si vous, quand vous étiez invité à dîner, vous aviez dit à votre ami « Ah, c'était écœurant ». Et on a pu dire « Ah, bah, c'est pas très sympa ». Alors qu'en fait, vous prononciez un compliment. Oui, c'est ça, exactement. Ça fait partie des petits malentendus sympathiques qui peuvent se matérialiser, se produire. Ça, c'est normal. Mais c'est normal. Si on parle une autre langue, on sait que ça existe.
D'ailleurs, il y a des dictionnaires qui existent ou des ouvrages pour ceux qui veulent, je pense à celui-ci, la francophonie ou le français hors de France, qui est un petit guide édité par Le Monde, qui donne quelques clés comme ça. Donc ça peut être intéressant de voir les différents sens d'un même mot ailleurs dans la francophonie. Ça m'intéresserait parce que je manque de perspective justement en dehors de la relation France-Québec. Les Belges, je connais aussi, mais... ça doit être bien. Oui. Île Maurice, puis là. Mais oui. Oui, ça m'intéresse. Francophonie, français. Voilà, donc. Pas mal. Ça doit émaner de leur banque lexicale interne, ça. Possiblement. C'est intéressant. Bon, enfin. Je vous propose d'aborder un dernier sujet qui est celui de l'anglicisme, parce que finalement c'est quelque chose qui est très utilisé en français. Comment les Québécois perçoivent l'utilisation finalement de l'anglais dans la langue française, enfin des anglicismes en français? Enfin, chez les Français. Chez les Français. Chez les Français. Mais moi, je peux parler en tant qu'anglophone. Vas-y. Non, mais en tant qu'anglophone, on est... Ok, vas-y. Je suis plus spéciale parce que je suis quand même québécoise et anglophone, mais ce qui fascine, en fait, et tu es d'accord avec moi, c'est que les Français, les Québécois, l'anglais vient inévitablement un peu dans la vie des Québécois vus qui sont encerclés de 300 millions d'anglophones. Donc l'anglais est présent, les gens s'en servent un peu par, je dirais peut-être paresse à la limite. Ça fait partie ils baignent dedans un petit peu. Ça fait partie du bain, ça fait partie c'est ça. Mais les Québécois sont familiers, très très familiers avec l'anglais, puis ils l'utilisent drôlement bien. En fait, ils comprennent ce que ça signifie. Ils ne se trompent pas quand ils emploient un terme anglophone. En anglais, ils savent ce que ça veut dire. Tandis que les Français vont aller chercher des mots n'importe où, qui ont des fois juste une sonorité qu'ils aiment, puis ils vont les mettre dans la langue, ils vont les mettre à l'œuvre. En fait, donc c'est comme... Moi, ça m'étonne des fois de voir des mots anglais qui utilisés en France qui signifient rien. En fait, qui signifient pas... Ils n'ont pas le même sens en anglais. On a eu un exemple fantastique hier soir, sur Startup, exactement. Oui, vous l'avez vu. Mais là j'ai écouté le projet de ce projet Startup. En fait, je me suis dit, OK, c'est pas... Puis là, je l'ai vu écrit Star Top. Puis là, j'ai fait. Ça ne veut rien dire. C'est pas de l'anglais. Non, mais ça n'a pas l'air de déranger personne ici, en fait. Puis, je veux dire, les Français sont des collectionneurs de mots. Et d'un bord, je me dis, ça a l'air un peu étrange à mes yeux, à mes oreilles, des fois. Mais en même temps, j'admire les Français pour leur soif de vocabulaire intéressant. Ils vont aller chercher ce qu'ils veulent, puis ils le rendent dans la langue française, ils le changent, ils l'adaptent, ils font du français avec, et voilà, quoi. Et qu'est-ce qu'on veut dire, c'est très correct, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de l'anglais. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on dirait que pour eux, la seule langue de la modernité, enfin pour eux, je ne veux pas faire de généralisation, mais que c'est l'anglais. Alors qu'il y a des innovations partout à travers le monde, dans le monde asiatique, dans le monde hispanophone, lusophone. Et donc c'est un peu réducteur d'utiliser que cette langue. Oui. Mais là, on est dans la valeur incantatoire de l'anglais. C'est-à-dire que là, on touche à plus Bégalix, le combat des chefs, Astérix et Obélix, 1964, une BD qui est extraordinaire, qu'il faut relire, qui devrait être placée... made for sharing, puis après ça, plus Bégalix qui dit parlons romain. Là. C'est soyons romains. C'est le culte du cargo. Hein. Dans les îles du Pacifique, il y avait ces navires qui venaient, les insulaires vivaient dans l'autarcie complète, et il arrivait ces navires d'Angleterre, du Japon, de France, qui apportaient les richesses pendant la guerre, avant ça. C'est devenu une religion, ça, le culte du cargo. Dans plusieurs îles du Pacifique, les gens invoquent le cargo, ils font des antennes de bambou, des radios en noix de coco, ils se peignent les grades de sergent, puis de caporal, puis de lieutenant, là, sur la peau nue même. C'est le prêtre, là.
Puis là, ils font des invocations de l'abondance. Et là, ici, ben, c'est Black Friday, puis c'est start-up, puis c'est des Speed Rabbit Pizza, puis Monop Daily. La prospérité viendra à nous. C'est ça. Mais c'est un changement depuis, en fait, notre premier séjour en France. Il n'y avait pas autant d'anglais, un peu quand même, mais les Français n'étaient pas très ouverts. Il y a une partie, comme tu décris un peu, mais il y a une partie simplement d'ouverture. Oui. Les Français regardent ailleurs, puis ils regardent ce qui se passe ailleurs, ils cherchent d'autres modèles. Je les trouve, c'est aussi signe d'ouverture, quoi. C'est pas. Oui, c'est ça. Il y a tout un côté de la France qui perçoit l'anglais comme une menace, mais je pense pas que ça menace. Pas la langue française, en fait. La société et les idées américaines. Peut-être, mais en fait, les Français sont quand même assez bien. Moi, je vois pas ça comme une menace. Je perçois ça en France comme une tentative de distinction par certaines classes sociales. La distinction, on est dans Bourdieu quand on parle de ça. Puis en même temps, on s'autorise, et il y a aussi le fait que, parce que les Français sont purisme scolaire, la néologie a beaucoup été rejetée, hein, comme la langue est censée être le dictionnaire, je le mets en guillemets parce que c'est pas du tout ça. Mais les gens s'autorisent la néologie, non pas en français, mais par une langue étrangère. Moi, il m'est arrivé de me faire dire par une rédactrice en chef, une éditrice, que j'avais écrit un texte de 4e de couverture, puis elle m'a dit tu peux pas écrire mondialisateur, c'est pas français. J'ai dit c'est quoi ça? J'ai dit, c'est pas un mot chinois, là, c'est pas un mot arabe, c'est un mot français, mondialisateur. Mais elle a dit mondialisé, mondialisation, mais elle dit, c'est pas dans le dictionnaire, tu peux pas dire ça. Fait que là, j'ai fallu que j'écrive globalisateur. Ça, c'était beau, globalizer, là, c'était bon. Là, c'était bon. Fait que là, on parle d'une éditrice, d'une maison d'édition bien connue. Puis, et donc, il y a... en fait, dans le phénomène des anglicismes en France, là, on a évoqué 3 ou 4 causes. Puis s'il y avait juste une cause, il n'y en aurait pas autant. La raison pour laquelle c'est fort, c'est qu'il y a plusieurs choses qui pointent dans cette direction-là. Mais un purisme excessif peut jouer. Vous avez une culture, parce que vous avez une culture très forte d'examen, de production d'exposés, d'usage de termes précis, vous avez tendance à faire du name dropping, d'utilisation de termes spécifiques pour aller chercher des points. Puis si vous sentez que la personne aime l'anglais, puis il va vous donner des points parce que vous utilisez l'anglais, vous allez le faire. Oui, parce que les gens vont dire ah oui, donc ici même sur la rue, Mary et Happy, tu sais, hashtag Mary et Happy. On est dans le 17e arrondissement, tu sais, c'est Mary and Happy, tu sais, ils ont trouvé une manière de dire Happy Holidays, tu sais, à leur manière. Ça veut rien dire. Mary and Happy, c'est ça. On est d'accord. Mais ça projette quelque chose, on comprend dans le contexte qu'est-ce que vous voulez dire par ça, mais en même temps, c'est pour ça que ça se dit pas comme ça en anglais. Voilà. Et c'est peut-être même l'une des pilules antidépressives françaises, ces anglicismes. Parce que tout à l'heure, on était... Ça vous fait rire. Non, mais comme tu disais, cette espèce d'espoir qu'avec un concept anglo-saxon, la prospérité peut revenir. Mais effectivement, tout ça est assez... Est-ce que d'après vous, la langue française est menacée par cette incursion d'anglais ou En ce moment, tout de même, dans les écoles de commerce, dans certains registres de langue, ça prend une place excessive, à mon avis. Inquiétant. En tout cas, si d'autres langues, parce que c'est correct qu'une langue aspire à elle des termes d'autres langues, mais tant que ça reste dans une pluralité, c'est intéressant. Par exemple, on pourrait dire aggiornamento en italien, utiliser des termes espagnols, etc. Mais si c'est une seule langue, moi je pense que c'est quand même la marque de l'imprégnation de
cette culture de masse aussi, peut-être, que les États-Unis ont diffusé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais ce qui se passe en France, c'est pas du tout les Américains qui le veulent, c'est les Français qui sont en opération. Ben, il y a les deux, disons. Il y a les deux. Il y a quand même des phénomènes de long terme aussi. On a pu le voir notamment avec Emmanuel Macron lors de son discours face aux startups, justement. J'ai oublié le nom du lieu où il y avait cette conférence, mais en tout cas, c'est vrai qu'on constate vraiment que l'anglicisme prend une part de plus en plus importante, et on sent que c'est pas forcément imposé par les Britanniques ou les Américains, c'est une volonté peut-être d'imiter ou de s'approprier un petit peu. Peut-être qu'il simplifie aussi la pensée. Peut-être aussi. Avec la langue anglaise, avec certains termes, notamment dans le domaine du conseil, enfin, j'ai vu qu'on utilisait beaucoup de termes en anglais, mais c'est aussi pour simplifier quelque chose qui prendrait peut-être beaucoup plus de temps à expliquer en français. Et là, un mot englobe un peu le processus. Je pense que c'est dans... Ça a été amplifié sûrement l'Union européenne. L'anglais est quand même la langue, me semble. C'est pas la... L'usage, et donc les Français s'adaptent peut-être aux exigences du marché. Voilà. C'est pas les anglicismes qui sont le problème. Ça, c'est prendre le symptôme pour la maladie. Le problème de l'anglais en France, c'est s'il se met à marginaliser les Français entre eux. Si on exige que l'anglais soit nécessaire pour un emploi où les Français sortent d'autres Français... C'est ce qui arrive un peu. Oui, mais là on crée de la marginalité. Tu as fait un reportage là-dessus. Oui, j'ai fait un reportage là-dessus. J'ai interviewé un gars qui travaillait, qui organisait... Chez Carrefour, entre autres. Chez Carrefour, exactement. Puis il se plaignait parce que l'anglais, c'était requis, en fait, pour des emplois qui n'exigeaient pas vraiment une connaissance de l'anglais, mais c'était quand même... fait face à la... Puis effectivement, c'est un peu inquiétant, c'est un peu étrange qu'on pense que l'anglais soit nécessaire pour travailler en France dans n'importe quel emploi, en fait. Mais parce que la langue pour faire la langue des affaires, la vraie langue des affaires, c'est la langue du client. C'est pas nécessairement l'anglais. La langue des affaires, c'est la langue du client. Puis la deuxième langue des affaires, ça devrait être sa langue. Ce que les anglophones ont très très bien compris. Si l'anglais est une grande langue internationale, c'est d'abord parce que les Britanniques, les Anglais pour être précis, ont protégé leur culture et leur langue. Et ils ont dit, ça c'est notre langue. Puis, oui, à l'époque où le français était dominant, oui, on va utiliser le français, on va l'apprendre, puis on va fonctionner à un certain niveau en français, mais on est certain que notre langue c'est l'anglais, puis que nos poètes sont supérieurs, puis que l'anglais, le français n'est pas la langue naturelle de l'esprit. Mais ça m'inspire le fait aussi que quand on a confiance en soi, on a confiance en sa langue. Et quand je pense au courage des francophones du Canada, qui sont plutôt minoritaires et qui exigent des services en français dans les hôpitaux, les écoles, on peut faire la différence et on peut obtenir des gains dès qu'on est assez fort. Mais c'est quand on doute de soi, de son identité, qu'on peut se tourner aussi éventuellement vers d'autres, tout en gardant à l'esprit que le plurilinguisme est quand même un atout fondamental aujourd'hui pour tout le monde. Et par rapport à ce que vous disiez dans les entreprises françaises, j'ai eu de retour moi sur des immigrants au Québec, francophones, qui pensaient qu'il leur suffisait d'apprendre bien le français du fait que c'était la langue officielle, mais ils se rendaient compte que pour obtenir un emploi, il fallait aussi maîtriser l'anglais. Et il y a eu pas mal de désillusions, en tout cas. Avec raison. Avec raison. Et c'est pas, en tout cas, c'est un non-dit de la politique québécoise, migratoire. Oui, à mon avis, c'est une sorte de sous-produit de la discrimination envers les immigrants. Parce que pour le même poste, pour le même emploi, un Québécois de ce genre. Moi, j'ai écrit quelques reportages là-dessus, puis puis ce sont des exigences qu'on évoque pour discriminer, à mon avis. Julia a raison là-dessus, c'est pas juste au Québec, c'est partout. La langue. Quand on parle de langue, on parle rarement de langue. En fait, la langue, malheureusement, sert de paravent à l'expression
de choses qu'on n'avouerait pas ouvertement, le racisme, l'intolérance aux autres. Lorsque la perception des Québécois a changé, la perception de l'accent a changé, ça suit, quoi. On ne dira pas qu'on veut pas engager un tel parce qu'on n'y aime pas la face, on va dire qu'on l'engage pas parce qu'il parle mal. Dans toutes les questions, même sur le déclin de la langue, tout ça, là, on ne parle même pas d'immigration, mais on parle de la manière dont les gens parlent de leur langue, de la situation de la langue dans leur société respective. Puis ça, c'est vrai au Québec comme en France. On va utiliser la langue comme prétexte pour exprimer des affaires qu'on ne dirait pas autrement. Les pires opinions xénophobes que j'ai entendues, c'était pas de la bouche de partisans du Front National, c'était à travers des commentaires sur la façon dont les gens parlent. C'était absolument des choses d'une intolérance, d'un chauvinisme épouvantable qui était masqué sous une espèce d'humour, de commentaires humoristico-linguistiques aussi bien sur les accents que sur les expressions. C'est incessant, c'est malheureux. C'est malheureux. Si les gens, quand ils parlaient de langue, ne parlaient que de langue, ça serait beaucoup plus constructif. Mais pour revenir un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, les Québécois sont mieux outillés pour protéger leur langue que les Français. Oui, on s'entend. Et c'est parce que l'anglais est une réelle menace à l'avenir de la langue française au Québec. Je sais pas. Je pense qu'en France, lorsque ça va atteindre un certain niveau, les gens vont réellement sentir la menace. On va avoir un mouvement comme on a toujours en France pour protester ça. On va avoir les gilets jaunes pour le français. En fait, ça va déborder à un moment donné. Si la menace est réelle, les Français vont sentir, je pense. Une réaction, oui. Tout à fait. Mais pour le moment, je pense pas que c'est à ce point-là. Sinon, il y a des moyens, il y a des lois. En fait, la loi Toulon est grosso modo assez souple pour éviter, en fait, il peut ne rien faire. Elle peut ne rien faire, cette loi-là. Mais il y a des moyens. Le Québec, ça va peut-être être les syndicats en France qui vont le faire. C'est l'impression que j'avais il y a quelques années. Pour conclure ce débat, on rappelle donc, que vous avez, Jean-Benoît Nadeau et Julie Barlow écrit le livre Ainsi parlent les Français, donc un décryptage finalement de la manière de parler des Français. Pour conclure cette conférence, ce débat, est-ce que vous avez un dernier mot à ce propos, Julie ou Marie-Astrid? Laïcité! On n'embarquera pas là-dedans. Non, mais j'espère que le livre sera utile, en fait, pour les gens. On voulait être... depuis qu'on a commencé à écrire sur les Français, on souhaite être un pont entre cultures. Et donc, j'espère que ça servira à améliorer la compréhension entre différents peuples. Nous, le cycle d'échange, donc le chêne et l'érable, vise à améliorer la compréhension entre les différents peuples. Et moi, j'aimerais vous dire d'abord que c'était bien le fun de vous avoir parlé. Génial. Et d'autre part, j'invite aussi... Et nous, pareillement, cher ami. J'invite aussi ceux qui nous écoutent et nous voient à s'intéresser à l'ensemble de vos productions écrites, parce qu'il y a ce livre qui est excellent, mais il y a aussi votre histoire de la langue française. Pas si fou, c'est français, notamment. C'est français, voilà. Voilà, et donc... vous féliciter aussi pour le travail que vous faites depuis des années pour la francophonie, à travers aussi ta tribune dans Le Devoir. Oui. Et ce beau travail que vous faites en commun, c'est vrai que c'est un bel exemple. Ouais. Donc merci à vous. Merci beaucoup. Si on peut faire quelque chose d'utile, tant mieux. Merci. Merci à vous tous pour votre participation à cette conférence. C'était enrichissant, très intéressant.
Nous vous donnons rendez-vous Francophonie sans frontières en 2019 pour de nouveaux événements, notamment dans le cadre du Chêne et de l'érable, mais pour d'autres événements aussi, que ce soit à Paris, à Montréal, à Ottawa ou ailleurs dans le monde francophone. Merci encore de nous avoir suivis et on vous dit à bientôt pour un prochain événement. Au revoir. Au revoir. Au revoir.